Donald Trump is an historic president. He is the most historically unpopular president. La première. A communist as the mayor of the largest city in the nation. Are you ready to win this race? Les clés. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Clés où l'on va prendre la direction des États-Unis et de New York en particulier. New York qui vient d'élire un nouveau maire, Zoran Mamdani, jeune, socialiste, issu de l'immigration et de confession musulmane. Un profil qui semble aux antipodes de l'Amérique de Trump. Et du coup, on a eu envie de se poser cette question. Est-ce que sa victoire, nette et qui s'est construite aussi contre l'état-major du Parti démocrate, est-ce que cette victoire incarne une nouvelle voie pour les opposants à Trump ? C'est ce qu'on va analyser en revenant d'abord sur une campagne électorale un peu hors norme. La première, les clés. Today, I will be introducing the next mayor of the city of New York, Zoran Mamdani! La séquence date de juin dernier. Zoran Mamdani, alors toujours candidat à la mairie de New York, arrive pour un grand meeting à Brooklyn, l'arrondissement le plus peuplé de la ville de New York. Mamdani, en costume cravate, grand sourire aux lèvres, arrive sur scène avec une énergie débordante et tout de suite interpelle la foule nombreuse avec son slogan de campagne. Good evening, Brooklyn! Are you ready for a city we can afford? Are you ready to win this race? Êtes-vous prêt à gagner la course pour la mairie ? Êtes-vous prêt pour une ville abordable ? C'est le cœur de sa campagne, articulée autour de quelques propositions simples. I believe every New Yorker deserves a life of dignity, safety, and stability, and that it's city government's job to deliver that. I believe we can freeze the rent for more than 2 million tenants and build hundreds of thousands of affordable homes. Il entend donc geler les loyers pour 2 millions de New-Yorkais et construire des logements abordables. I believe we can make the slowest buses in the nation fast and free. Rendre les bus gratuits et plus rapides. And I believe that we can deliver universal childcare to make it easier to raise a family in this city. Un système de garderie universelle pour les enfants. Et pour être sûr que ces 3 promesses simples soient retenues et puissent être répétées par les militants présents, il fait même à chaque fois un petit récap avec le public. I said I believe we can freeze the, make buses fast and deliver universal. I said I believe we can freeze the, make buses fast and deliver universal. We are going to win. Ce qui a aussi beaucoup joué dans cette course à la mairie de New York pour Zoran Mamdani, c'est une campagne incroyablement efficace sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, où le candidat s'est mis en scène avec une grande aisance. Comme dans cette vidéo, où on le voit plonger tout habillé en costume cravate dans la mer glaciale et sortir en disant « I'm freezing your rent as the next mayor of New York City. » Je gèle les loyers. Ce qui fait de la victoire de Mamdani un tour de force, c'est qu'elle s'est construite contre l'establishment du Parti démocrate. Lorsqu'il s'est lancé, on le créditait d'un petit pourcent d'intention de vote à peine, et personne n'aurait misé sur ses chances. Mais il a construit une vraie campagne de terrain progressivement fédérant sur un projet socialiste et affirmé comme tel. Il a gagné la primaire démocrate et malgré ça s'est quand même retrouvé à devoir battre lors de l'élection un ancien gouverneur démocrate de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui s'est présenté contre lui comme indépendant. Comme dans toute campagne électorale américaine, les médias et opposants ont aussi ressorti des casseroles. En l'occurrence, par exemple, des propos très critiques qu'il avait tenus à l'égard des policiers new-yorkais. Alors, sur Fox News, Zoran Mamdani n'a pas hésité à s'excuser platement pour ça. Absolutely, I'll apologize to police officers right here that I'm looking to work with these officers, and I know that these officers, these men and women who serve in the NYPD, they put their lives on the line every single day. Des excuses en forme d'hommage au travail des policiers, une aisance redoutable dans tous les débats télévisés,
Un style qui tranche aussi avec les ténors habituels du Parti démocrate à New York. Résultat, une victoire nette ce 4 novembre. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. Une victoire qui en fait le plus jeune maire de New York à 34 ans, le premier de confession musulmane, le premier ouvertement revendiqué socialiste, avec de grands espoirs suscités et forcément aussi un grand risque de décevoir. Et avec nous, pour commenter cette élection et les leçons qu'il y a à en tirer, Daniel Zamora. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sociologie à l'ULB, spécialiste des inégalités, et vous suivez de près ce qui se passe aux États-Unis, puisque vous y avez étudié, vous y avez fait de la recherche, et donc vous êtes connecté à cette réalité-là, sous ce prisme donc des inégalités. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, justement, c'est celle-là. Comment est-ce que vous expliquez, vous, que Zoran Mamdani ait pu rassembler comme cela alors qu'il est parti un peu de nulle part, que c'était un quasi-inconnu, qu'il a dû affronter une bonne partie du Parti démocrate qui n'avait pas très envie de cette candidature. Qu'est-ce qu'il est allé toucher, selon vous, dans l'électorat pour réussir ce pari de s'imposer assez largement, finalement, à la mairie de New York ? Je pense qu'il y a deux éléments importants à avoir en tête. Le premier, c'est effectivement le programme. C'est quand même une ville qui est devenue très très peu abordable. Il a vraiment fait sa campagne sur ça, sur la question du coût de la vie, du logement, des crèches, donc toutes ces propositions qu'on a pu déjà entendre. Mais il y a aussi, je pense, un certain style de campagne. Donc c'est quand même quelqu'un qui a, c'est pas juste, il est un très bon communicant sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on a beaucoup vu l'iconographie un peu de sa campagne, mais c'est aussi une armée de volontaires, donc beaucoup de gens très enthousiastes de participer à sa campagne. Plus de 50 000 personnes, en fait, ont été toquées à plus d'1 million de portes à New York. Et donc, c'est vraiment aussi une campagne qui a mobilisé beaucoup de gens. Et puis, de l'autre côté, il faut aussi admettre que le Parti démocrate, l'establishment du Parti démocrate, comme Andrew Cuomo, par exemple, ou Eric Adams, qui était l'ancien maire de New York, il y en a un qui est enlisé dans un scandale de corruption et l'autre qui est enlisé aussi dans un scandale de harcèlement sexuel. Et donc, ça dessine aussi deux portraits du Parti démocrate. Un qui est assez jeune et qui a un programme ambitieux, qui parle en quelque sorte à la population de New York, et puis une partie de l'establishment qui défend, ou du moins qui semble défendre un peu le statu quo, et qui n'hésite pas en tout cas à présenter des candidats qui ne sont plus particulièrement attrayants. Qu'est-ce qui fait selon vous alors que dans ce cas-ci, Zoran Mamdani a pu rassembler un électorat d'un peu partout à New York, visiblement, d'âges assez différents, de quartiers assez différents, venus de communautés assez différentes. Qu'est-ce qu'il est parvenu alors à toucher dans son discours qui a pu aussi bien fonctionner ici, selon vous ? Encore une fois, je pense que le message en tant que tel est un message qui résonne au regard des contraintes auxquelles font face beaucoup de New-Yorkais. Et je pense aussi que, et ça c'était un des traits caractéristiques de la campagne aussi de Bernie Sanders en 2016 et puis en 2024, c'est cette campagne de terrain, c'est d'aller parler aux gens, d'aller toquer aux portes, de vraiment faire une campagne qui n'est pas axée ou uniquement sur la communication en tout cas, et d'organiser les gens et donc d'aller concrètement à la rencontre des Américains. Et ça a été clairement un élément singulier, c'est qu'il a rassemblé beaucoup de volontaires sur le terrain. Alors on a entendu dans l'introduction les mesures principales, les bus gratuits et plus rapides, il en parle aussi, du logement beaucoup plus abordable avec un gel des loyers. Il évoque aussi une forme de garderie universelle pour les enfants, d'essayer de faire baisser les prix aussi dans l'alimentation avec des supermarchés, y compris publics, pour jouer sur les prix. Ce qui semble avoir bien fonctionné, c'est que non seulement il y a un message clair, rendre plus abordable, ça vous l'avez dit, mais aussi c'est facile à comprendre, c'est facile à appréhender en fait ces propositions-là. Tout le monde peut imaginer ce que ça peut changer demain dans son quotidien si ça se met en œuvre. Oui, effectivement, je pense que ça c'est un message qui parle en grande partie à cet électorat. Et c'est vrai que le Parti démocrate est dans une sorte de position un petit peu difficile, puisque sur la dernière élection, il y a vraiment une sorte d'inflexion de son électorat. Et ça c'est assez dramatique pour le Parti démocrate, puisque à l'élection de 2024, Kamala Harris a gagné auprès des plus hauts revenus et pour la première fois a perdu les bas revenus.
Et donc ça, c'est quand même censé être l'électorat de base du Parti démocrate qui a déserté en quelque sorte, qui soit n'est pas allé voter pour Kamala Harris, soit a voté pour Donald Trump. Et donc le cœur du message, je pense ici, c'est d'essayer de reconquérir les classes populaires aux États-Unis et de focaliser effectivement sur toute la question du logement, la question des crèches, qui effectivement est le cœur du message qui devrait être celui du Parti démocrate. Oui, et ça c'est super intéressant ce que vous nous dites là et que vous aviez pointé d'ailleurs juste après la réélection de Donald Trump, c'est le fait que effectivement le Parti démocrate avait perdu une partie importante de l'électorat plus précaire, de l'électorat qui a des bas revenus ou qui est en difficulté aujourd'hui dans sa vie quotidienne pour boucler les fins de mois, qui était normalement un électorat qui lui était plus traditionnellement acquis et qu'il était en train de perdre au profit des républicains. Alors la question forcément qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la méthode Mamdani ou d'autres qui pourraient vouloir l'imiter, Bernie Sanders aussi, qui incarne cette ligne-là dans le Parti démocrate, a plus de chances de pouvoir aller reconquérir cette partie-là de l'électorat et du coup être à nouveau compétitif face aux républicains pour les prochaines échéances électorales? Alors c'est la grande question et c'est vrai que Trump n'a pas uniquement, on va dire, gagné la compétition pour le pouvoir au sein du Parti républicain, il a aussi profondément transformé cette coalition. Donc on pensait au final qu'il y avait une sorte d'inéluctabilité dans l'évolution démographique aux États-Unis. Et au final, Trump, désormais, a une coalition beaucoup plus diverse, faite en partie d'hispaniques, de classes plus populaires. Et donc ça, c'est une coalition assez inédite. Et je pense qu'une des raisons de cela, c'est parce qu'il semble donner un horizon sur le plan économique qui rassure un certain nombre d'Américains, même si concrètement, en fait, c'est un programme qui vise, grosso modo, à augmenter les inégalités, à faire des baisses de revenus sur les plus riches. Mais le discours qu'a porté Kamala Harris, qui s'est imposé sans primaire, avec quand même une sorte de séquence politique un petit peu désastreuse, a été un discours essentiellement assez abstrait sur la sauvegarde de la démocratie, sur le péril fasciste, mais qui tourne un petit peu à vide s'il ne s'incarne pas dans une sorte de critique concrète du programme économique de Trump et d'une alternative assez conséquente, tant sur le plan du système de santé et ce genre de choses. Et là, effectivement, il me semble que le Parti démocrate est un petit peu perdu et ne semble pas vouloir vraiment entrer dans cette séquence et dans cette perspective plus de confrontation sur le plan socio-économique. Et c'est en cela, évidemment, que le cas Mamdani, ici, interpelle et pose des questions, on l'imagine, à toute une frange du Parti démocrate sur la voie à suivre pour les prochaines élections et notamment les prochaines présidentielles. On va accueillir un deuxième invité dans cette émission, c'est Romuald Ciora. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vivez à New York, donc vous connaissez bien les réalités de cette ville. Vous êtes aussi directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, elle est un peu similaire à celle qu'on posait à Daniel Zamora. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, les ingrédients de ce succès de Zoran Mamdani? Et est-ce que c'est reproductible en dehors de New York? Puisque c'est un peu la question qu'on se pose ici par rapport aux voies démocrates possibles face à Donald Trump aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a fait le succès de Zoran Mamdani? Bon, déjà son talent, évidemment, une campagne éclair et remarquablement orchestrée, et puis surtout parce qu'on parle de la victoire de Mamdani, mais il s'agit surtout ici d'une défaite de l'establishment démocrate, surtout le spectacle pathétique qui a été offert par ses concurrents démocrates. Il faut quand même garder à l'esprit que le maire actuel, le maire sortant de New York, Eric Adams, qui était donc un maire démocrate, a décidé de se présenter, sachant qu'il perdrait la primaire démocrate. Il s'est présenté comme indépendant, il a juré au grand Dieu qu'il resterait dans la course jusqu'au bout. Il a passé son temps à incendier son concurrent centriste, André Cuomo, le traitant de serpent, de menteur, etc., pour au final le rejoindre il y a quelques jours sous des pressions de Trump qui lui aurait promis un poste dans l'administration, et cela afin de faire perdre le communiste, pour prendre la rhétorique trumpienne, Mamdani. Cuomo, de son côté, comme ça a été dit par votre précédent invité, éclaboussé par des scandales liés à du harcèlement sexuel, avait dû quitter son poste de gouverneur de l'État de New York il y a quelques années. Il s'est présenté comme démocrate, il a participé à la primaire pour la ville de New York en lui jurant ses grands dieux qu'il soutiendrait le vainqueur, si ce n'était lui, de la primaire. Il l'a perdu, il s'est rétracté, présenté comme indépendant. Bref, tout cela, évidemment, a plutôt aidé Mamdani à se faire élire et n'a pas aidé les
l'establishment démocrate. Donc, une forte adhésion essentiellement de la part des jeunes New-Yorkais pour son programme, le talent de Mandani, mais aussi un très très fort rejet de l'establishment démocrate à New York. Et est-ce qu'il y a alors des leçons à en tirer pour le reste des États-Unis? Parce qu'ici, on a une élection municipale dans une ville très particulière qu'est New York. Est-ce que, au-delà de ce cas particulier, il y a des leçons pour le Parti démocrate, de manière générale pour les opposants de Donald Trump, sur la stratégie à élaborer pour les prochains scrutins, selon vous, Romuald Siora? Alors, comme vous l'avez très bien dit, New York est une ville à part, ce n'est pas l'Amérique. Il est fort peu probable qu'un candidat comme Zoran Mandani puisse être élu dans d'autres grandes villes américaines, exempt éventuellement Los Angeles et encore moins à l'échelle nationale. C'est pourquoi Donald Trump, et je répondrai donc ainsi indirectement à votre question, n'a pas tout perdu avec l'élection de Mandani. Il ne faut pas y voir une défaite de Trump. De toute façon, la ville était perdue. Les républicains n'ont présenté personne, si ce n'est Curtis Sliwa, qui est considéré un petit peu comme un bouffon ici. Aucun républicain sérieux ne voulait concourir à la mairie de New York. Donc cette mairie, de toute façon, devait être gagnée par un démocrate. Par contre, alors que les démocrates sont aphones sur la scène nationale depuis le retour de Trump, tout le monde se demande où ils sont passés, où sont les grandes voix du Parti démocrate. Aujourd'hui, Zoran Mandani va pouvoir incarner une forme d'opposition forte à Donald Trump. Donc je dirais qu'aujourd'hui, l'opposition frontale, progressiste à Donald Trump va sans aucun doute être incarnée par Mandani, de par son poids dans les médias, de par ce qu'il représente et sa popularité, et cela va aider Trump. Pourquoi? Tout simplement parce que Mandani est un épouvantail pour une très très grande partie des Américains, qu'ils soient républicains évidemment, mais aussi démocrates pour centristes pour la plupart d'entre eux. Il est présenté comme un socialiste alors qu'il s'agit d'un social-démocrate, il est par Trump présenté comme un communiste, Trump nous dit que New York va bientôt ressembler au Venezuela, enfin bref, on entend tout ici et là, et donc effectivement pour une majorité d'Américains, Zoran Mandani représente vraiment l'archétype du gauchiste new-yorkais qui est exécré dans la plupart du pays. Donc probablement, Donald Trump va axer ses attaques sur Mandani. Il a tout intérêt à ce que celui-ci devienne le visage de l'opposition afin d'expliquer aux Américains, regardez, si vous votez démocrate, vous aurez des communistes un petit peu partout. Et pour Zoran Mandani, commence aussi maintenant une équation compliquée, puisqu'il va falloir mettre en œuvre les promesses de campagne qui ont suscité énormément d'espoir, visiblement, du côté de la population new-yorkaise. Alors on va voir avec vous, Daniel Zamora, justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque demain d'avoir des déceptions qui seraient à la mesure chez les New-Yorkais de l'espoir très important qui a été suscité par cette campagne? Bien sûr, et ça c'est sûr que la séquence qui suit est la plus compliquée au final. En grande partie aussi parce qu'une grande partie des recettes fiscales de la ville de New York viennent de l'État. Lui seul ne peut pas changer fondamentalement les niveaux d'imposition, en particulier les taxes foncières qui sont une grande partie des revenus de la ville. Et donc, c'est en concertation avec le niveau de l'État dans lequel c'est clair que la volonté de changer, d'augmenter les taxes n'est pas très, très importante. Donc, il va entrer dans une période de confrontation, non seulement avec l'État de New York, mais aussi avec Donald Trump, qui a tout à fait promis de définancer ou du moins de s'opposer fortement à son projet. Je pense que la clé, encore une fois, ici, j'ai pas bien sûr la réponse. Je pense que les mois à venir, les années à venir vont démontrer si oui ou non il va réussir à transformer un peu cette ville et la rendre plus abordable pour la population. Mais un de ses messages, c'est quand même aussi d'être constamment en contact avec sa base politique, avec tout le mouvement qu'il a porté, de préserver ce mouvement. Et ça, je pense que c'est une des clés aussi, c'est qu'il y a une séquence politique qui mène à l'élection et qui rassemble des dizaines de milliers de volontaires. Comment garder ces volontaires sur la durée et au fond, accompagner en quelque sorte ce conflit avec des discussions, avec la mobilisation de la population. Je pense que c'est la seule manière en quelque sorte de ne pas mener à une sorte de déception totale, c'est-à-dire de à la fois mener ce conflit et puis s'il y a des défaites qui seront possibles, faire participer en quelque sorte la population dans ce processus. Donc quelque part être transparent, mais aussi dans une logique un peu participative, de dire ce combat, on l'a mené ensemble, peut-être que s'il y a des portes qui se ferment, des choses qu'on ne peut pas réaliser, je vais revenir vers vous pour vous expliquer pourquoi j'y arrive pas, quels sont les blocages, quels sont les rapports de force peut-être à construire à d'autres niveaux de pouvoir si on veut vraiment y arriver. Il y a cette possibilité-là pour un Zoran Mandani de montrer en transparence à son électorat ce qui marche
marche pas, ce qui est possible d'obtenir et ce qui est peut-être impossible à obtenir là pour le moment. Oui, je pense absolument. Et je pense que c'est là qu'il faut voir enfin, cette élection qui traduit deux aspects. À la fois ce programme, qui est un programme radical du point de vue européen, on dirait qu'il est plutôt modéré, mais en tout cas pour les États-Unis assez radical. Et puis une conception de la politique qui est portée depuis déjà très longtemps par quelqu'un comme Bernie Sanders, dans laquelle l'investissement de la population, son organisation, sa mobilisation et le fait de constamment être en dialogue avec sa base électorale est un élément clé. Et ça, c'est aussi un rapport à la politique qui est très très différent de ce qu'est aujourd'hui le Parti démocrate. Et c'est aussi ça que je pense apporte Zoran Mamdani. Un petit mot là-dessus, alors justement encore Romuald Siora avec vous. Est-ce que ce courant socialiste, on sait que c'était presque un gros mot pour les démocrates jusqu'il y a peu, mais il est incarné aujourd'hui par Bernie Sanders, aujourd'hui par Zoran Mamdani. Est-ce qu'il gagne du poids pour la prochaine présidentielle côté démocrate? Est-ce qu'on a une possibilité d'imaginer côté démocrate un candidat qui se qualifierait comme socialiste aux États-Unis? Écoutez, je me permets juste de revenir sur ce qui a été dit précédemment. Effectivement, Mamdani va rencontrer de nombreuses difficultés. À titre personnel, j'ai voté pour lui, mais voyons les choses telles qu'elles sont. Il ne pourra pas mettre en place son programme, car certes, il a déjà besoin des fonds de l'État de New York, mais aussi et surtout de fonds très très importants qui sont versés par l'État fédéral. Et il est quasi certain que si Trump ne gèle pas, comme il a déjà promis, ces fonds, en tout cas, il n'obtiendra pas tout ce dont il aurait besoin pour mettre en point son programme. Il espère pouvoir se rattraper sur des taxes sur les entreprises, mais on a déjà vu depuis quelques semaines de très nombreuses entreprises décider de déménager de l'autre côté de l'Hudson River, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un pays, New York n'est pas un pays dont il est difficile de s'expatrier, il suffit que les grandes entreprises déménagent à 20 minutes de là, dans le New Jersey, où d'ailleurs les loyers seront moins chers pour celles-ci. Donc il y a de fortes chances, et c'est là tout le danger, et donc je vais répondre à votre question, que Mamdani ne puisse pas mettre en place sa politique et que donc, comme beaucoup de sociodémocrates à travers les pays occidentaux, ne pouvant donc pas appliquer ces projets sociaux, qu'il se tourne essentiellement vers le sociétal. Et donc, il pourrait y avoir une forte déception de la part des New-Yorkais, ce qui, à terme, pourrait amener un retour de bâton, un petit peu comme Trump en 2016 à l'échelle nationale, et une forte déception pour cette frange dite radicale du Parti démocrate. Donc, est-ce que Zoran Mamdani peut inspirer d'autres démocrates à l'échelle nationale? Bien évidemment. Mais une fois encore, il est très très peu probable qu'un candidat se réclamant de cette mouvance Bernie Sanders, puisque Zoran Mamdani ne peut pas être candidat à la présidentielle n'étant pas né américain, puisse remporter l'élection. Plusieurs observateurs, dont moi-même, pensons que le meilleur ticket démocrate pour 2028 serait par exemple le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui est un centriste, et pour la vice-présidence, Alexandria Ocasio-Cortez, qui fait partie donc de la même mouvance que Zoran Mamdani et Bernie Sanders. Mais à elle seule, ou à lui seul, un candidat style Mamdani, ne pourrait pas remporter une élection à l'échelle nationale. Alors vous parlez justement de Gavin Newsom. On va faire son portrait parce que c'est effectivement l'autre figure dont on parle beaucoup dans le Parti démocrate pour la suite. Et c'est en compagnie de Sarah Pousset que l'on le découvre. Gavin Newsom s'est surtout fait connaître de notre côté de l'Atlantique en juin, lors des manifestations de Los Angeles. Quand Donald Trump a voulu déployer la garde nationale, le gouverneur de Californie s'y est opposé publiquement et en justice. Trump est en train de faire un coup de filet militaire partout dans Los Angeles et bien au-delà. Ses agents arrêtent des gens qui font la plonge, des jardiniers, des travailleurs. C'est de la faiblesse qui se fait passer pour de la force. Le gouvernement de Donald Trump ne protège pas nos communautés, il les traumatise. Il semble que ce ne soit que ça. Cet homme de 58 ans est né à San Francisco. Il rappelle souvent son enfance difficile aux côtés de sa mère qui multipliait les boulots, sa dyslexie sévère qui a compliqué son parcours scolaire. Mais c'est en réalité un membre de l'élite locale qui a pu bénéficier du réseau de son père pour se lancer professionnellement. Il devient millionnaire grâce à un groupe hôtelier qui gère notamment des domaines viticoles de luxe. Et puis il se lance en politique et devient maire de San Francisco. Il est repéré par Bill Clinton, proche de Joe Biden aussi. Il se voyait déjà candidat à la précédente présidentielle, mais a été devancé par Kamala Harris, qui l'a ensuite soutenu. Gavin Newsom se place comme un rempart face à la politique de Donald Trump et il n'hésite pas à utiliser les mêmes armes.
Face au Texas, qui redessine sa carte électorale en faveur des républicains, le gouverneur a proposé aux Californiens de faire de même pour les démocrates et cette mesure a été approuvée par référendum. Ce n'était pas seulement une victoire pour le Parti démocrate, c'est une victoire pour les États-Unis d'Amérique. Nous sommes fiers du travail accompli ce soir par les Californiens pour adresser un message fort au président le plus impopulaire de l'histoire. Politiquement, Gavin Newsom est libéral. Il défend le droit à l'avortement, les droits des personnes LGBT. Il est d'ailleurs connu pour avoir célébré les premiers mariages gays en tant que maire de San Francisco avant que cela ne soit autorisé au niveau fédéral. C'est aussi un grand défenseur de l'environnement qui a rendu la Californie pionnière en matière d'interdiction des voitures thermiques, de gestion de l'eau ou du développement des énergies renouvelables. Mais Gavin Newsom suscite aussi son lot de critiques, notamment pour son élitisme, ses propos sur l'intégration des personnes transgenres dans les compétitions féminines, sa gestion inhumaine des sans-abri ou encore sa gestion des forêts, souvent en proie à de larges incendies dans la région. Enfin, pour élargir son audience en vue de la présidentielle, il a lancé son podcast et il n'hésite pas à y inviter des membres de la sphère MAGA comme Steve Bannon ou Charlie Kirk, et ça aussi, ça crispe un peu ses collègues démocrates. Romuald Seurat, quand on entend cela, ce profil quand même issu de l'élite,